Alors, Cyril, comment ça va? Bah écoute, ça va. Et toi? Eh bien, écoute, ça va, merci beaucoup. Merci encore de répondre à mes questions, à mes longues questions. Il n'y a pas de problème. Si tu le veux bien, on va finir la deuxième partie de l'interview pour tout ce qui est arts martiaux, sport de combat. Et Ouais, après, on passera à tout ce qui est politique, situation sanitaire actuelle ok, et autres. Du coup, là, je vais te poser des questions sur des pratiquants d'arts martiaux ou de sport de combat. d'accord. Et tu me diras ce que tu penses d'eux. Si tu les connais, bien sûr, ça se peut que tu n'en connaisses pas certains, mais voilà. Que penses-tu de Cyril Gane et de Francis Ngannou? Et tu préfères lequel des deux? Alors, de Cyril, je pense que c'est un poids lourd exceptionnel qui sort du lot parce que il a des atouts et des qualités qui font que ouais, il surpasse ses adversaires. Alors, ses atouts, c'est sa mobilité, sa vitesse d'exécution et son intelligence de combat. C'est quelqu'un qui prend très peu de coups et qui va pas au charbon, c'est-à-dire qu'il va pas, il prend très peu de coups parce que il joue sur la vitesse, son coup d'œil et sa mobilité, et ça fait que il prend pas beaucoup de coups. Donc s'il fait les choses bien, il pourra avoir une très longue carrière. Donc ouais, donc il est exceptionnel à ce niveau-là. Je pense aussi que la faiblesse de la catégorie depuis une dizaine ou une quinzaine d'années favorise son ascension. Mais bon, ça n'empêche pas il est fort dans ce qu'il fait, quoi. Pour ce qui est de Francis, je le trouve, euh, je le trouve plus fort, notamment ces dernières années où il est parti aux États-Unis. Je trouve qu'il a sa marge de progression, sa courbe de progression a été impressionnante. Il a clairement augmenté les curseurs dans tous les domaines à part la puissance. Je pense que la puissance, c'est quelque chose qu'il avait toujours et son agressivité aussi. Mais par contre, il a amélioré sa condition physique, il a amélioré sa technique. Aujourd'hui, il est plus complet. Il l'a montré notamment face à Cyril Gagne. Et il a toujours ce mental de champion, quoi. C'est ça qu'on a vu lors de leur affrontement. Il y a vraiment une différence à ce niveau-là. Il y avait un mec qui était le challenger, qui aurait dû tout faire pour battre le champion, absolument tout. Et il y a eu le champion qui, malgré un genou en moins, avec des ligaments qui avaient été touchés lors de la préparation, déjà avoir relevé le défi avec un genou en moins, c'était honorable. Mais faire la prestation qu'il a fait, c'est-à-dire que dès le début, le combat était mal parti pour lui, puisque l'autre a joué sur ses atouts, c'est-à-dire sa mobilité, son coup d'œil et sa vitesse d'exécution. Et Francis avait clairement un ou deux temps de retard sur le stand-up, d'autant plus qu'il n'était pas du tout mobile. Et donc, il était dans la merde dès le départ et il a su s'adapter, changer de game plan et remporter la victoire, en plus en montrant une détermination et une force de volonté assez exceptionnelle. Donc, pour moi, de cet affrontement, je sors admiratif des deux, mais avec un plus pour Francis qui a vraiment été le champion qu'on espérait de lui, quoi. Et puis, en plus de ça, il y a ce côté, il force la sympathie, puisque quand tu connais un petit peu son histoire et les galères qu'il a traversées, bon, bah voilà, il y a en plus le côté la petite séquence émotion. Donc, c'est vrai que à choisir entre les deux, je préfère Francis. Je le trouve plus complet, plus guerrier et puis avec l'histoire qu'on lui connaît, voilà, il est plus sympathique. Mais bon, je pense que Cyril, s'il fait bien les choses, il a une grande et longue carrière devant lui. D'accord, ça marche. Ensuite, tu préfères plutôt Teddy Riner ou David Douillet en judo? Je préfère Teddy Riner. Euh, je préfère Teddy Riner parce que pour moi, il a surpassé le maître. Alors, je suis pas très fan du judo, enfin du judo.
moderne. Plus les années avancent et plus on enlève des armes au judo. Et je trouve que ça, c'est vraiment, pour le coup, anti-martial et anti... ça va à l'encontre de l'essence des arts martiaux. Et puis les poids lourds, c'est pas forcément les catégories qui m'impressionnent le plus. Mais bon, Teddy Riner, il est impressionnant déjà par son physique. Et puis le fait de pouvoir s'imposer depuis tant d'années au plus haut niveau, c'est impressionnant. Donc, Teddy. Ok, ça marche. Ensuite, que peux-tu nous dire sur Dominique Valera et sur Jean-Pierre Lavorato? Alors, Dominique Valera, c'est quelqu'un qui, mine de rien, est un monument dans les arts martiaux et les sports de combat français. C'est un des plus grands noms de l'ère du karaté français parce qu'on a une très longue période où on était parmi les meilleures nations du monde en karaté, si ce n'est la meilleure nation. Et il a fait partie de cette première vague de champions français qui ont été iconiques et qui ont su faire le transfert vers un autre sport, c'est-à-dire la boxe américaine et le full contact. Et donc, ouais, c'est un mec qui a ouvert le chemin, quoi, qui a ouvert le chemin. Après, on a eu tout un tas de champions français qui sont venus de la boxe française, la boxe américaine, le full contact, la boxe française et tout ça, donc, qu'on fait un nom au niveau international et qui ont pris des titres mondiaux. Mais je pense que Dominique Valera, c'est un des premiers noms français à avoir été connu à l'étranger dans les sports pieds-points, quoi. Donc, un grand monsieur des arts martiaux et des sports de combat français. Après, le deuxième que tu as cité, je ne connais pas trop. D'accord, ouais, Donc, il est je pourrais gradé en pas. karaté, mais après, c'est vrai qu'il est moins connu que Ouais, Dominique non, Valera. je connais pas trop. Je connais pas trop. Ok, ça marche. Quel est ton avis sur Greg MMA et ses compétences en tant que combattant, mais aussi sur l'homme en général? Alors, Greg MMA, c'est quelqu'un que j'ai entraîné il y a une quinzaine d'années, un peu plus d'une quinzaine d'années d'ailleurs, qui faisait partie des combattants de la Snake Team. Et je crois qu'il s'est entraîné 2 ans chez moi. En tant que combattant, je trouve qu'il avait un potentiel, un très bon potentiel. Il n'a pas été jusqu'au bout de son potentiel, ça c'est sûr, parce que pour tout un tas de raisons, alors il faudra lui poser la question à lui, mais j'ai jamais trop su pourquoi il n'a pas été jusqu'au bout du truc. Et je trouve qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans ses discours, on sent un petit peu la frustration de ne pas avoir été jusqu'au bout du truc, puisqu'il est toujours en train de revenir sur le passé. Il parle souvent du passé, en fait. Donc, je trouve ouais, c'est un peu dommage de pas avoir été au bout du truc, en fait. Ça, ça, je trouve que quand on a une passion, on se donne un corps et âme dans un truc et qu'on se fixe des objectifs et qu'on s'arrête avant d'avoir véritablement essayé d'atteindre ces objectifs. Il y a toujours cette malédiction de la frustration donc voilà, je trouve que c'est ça qu'on voit un petit peu chez Greg MMA. C'est clair que c'était un combattant avec un très bon potentiel. Et avec ce très bon potentiel, sans se donner en tout cas à fond jusqu'au bout, il a fait une petite carrière très sympathique. Il a rencontré des grands noms, il a fait des belles prestats face à des mecs qui étaient pas manchots. J'aime bien son format de vidéo. J'aime bien son format de vidéo. Je pense qu'il vulgarise très bien les arts martiaux et les sports de combat et les rend accessibles au plus grand nombre. Donc, il fait un très bon boulot là depuis qu'il s'est lancé dans YouTube. Ça permet de faire parler des arts martiaux, des sports de combat. Voilà, donc voilà. D'accord, ça marche, merci. Tu penses quoi de Jérôme Le Banner et il incarne quoi pour toi? Et si l'occasion se présentait pour que tu fasses un combat de MMA ou de kickboxing face à lui, est-ce que tu relèverais le défi ou est-ce que tu considères que tu es trop vieux pour ça et que c'est derrière toi, les combats pro?
Non, franchement, je pense que si demain il y a un promoteur me proposait un combat contre Jérôme Le Banner en MMA, je relèverais le défi. Il y a eu des petits différends entre lui et moi. Moi, j'ai fait pas mal de séances de sparring face à Jérôme à une époque où il était au Japon. Et voilà, donc il y a eu des différends parce qu'il y a eu des promesses de sa part qui n'ont pas été tenues. Et puis après, je me suis aperçu que il y avait un petit peu du foutage de gueule. Donc depuis cette époque-là, je sais pas, c'est bizarre. Un coup, je suis son pote, un coup, je suis pas son pote, un coup, c'est bizarre cette situation. Après, en tant que combattant, il a fait des belles choses. Après, moi, je suis pas fan de gens qui prennent des produits, donc je peux pas être à fond admiratif d'un sportif qui prend des produits. C'est ma façon d'être. Il fait ce qu'il veut, chacun ses choix, mais voilà, moi, j'ai fait un choix, en tout cas, dans ma vie de sportif, c'est d'être clean et d'avoir des élèves qui sont clean. Et puis, c'est l'image que je véhicule et c'est les valeurs que je véhicule. Donc, ouais, j'ai un peu de mal avec les autres sportifs on a parlé la dernière fois, tu me posais des questions sur certains sportifs. Moi, l'admiration, il faut que ça soit le sportif, il faut que je l'admire aussi en tant qu'humain pour pouvoir l'admirer en tant que sportif. Je suis assez entier à ce niveau-là. C'est comme R. Kelly ou c'était quasiment mes artistes préférés. Bah, du jour au lendemain, quand j'ai su que qu'il y avait des trucs bizarres, bon bah voilà, j'ai arrêté d'écouter parce que je suis entier. Je peux pas faire abstraction de certains trucs. Donc voilà, donc c'est mon côté un peu tête de con, un peu intransigeant, mais voilà, je vais pas changer maintenant. Je suis comme ça et voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun assume ses responsabilités et les conséquences de ses actes. Voilà. Ok, ça marche. Ensuite, tu penses quoi de Patrice Carteron? Pareil, Patrice, j'ai mis les gants avec lui à une époque. C'est quelqu'un bah, c'est un personnage. Après, politiquement parlant, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, ça c'est sûr. Sa façon de faire avec les provoques et tout ça, c'est pas ma tasse de thé non plus. Puis un jour, il a incarné à un moment donné le Renoir de cité qui joue la victime et qui passe son temps à dire nous les rebeux et les Renois, on a trinqué et c'est pas facile en France. Et quelques années plus tard, tu le retrouves avec le discours contraire où il est dans le camp du Front National à dire tout le contraire de ce qu'il disait quelques années auparavant. Donc ça, j'ai du mal aussi. Euh, alors je veux bien on change d'opinion, mais il faut que je sente que ça soit sincère. Euh, Par exemple, Pierre-Paul Jacques, il était skinhead ou je sais pas quoi, ou en tout cas extrême droite. Et puis il est passé du côté ragaman à traîner avec des Renois et des rebeux. Si je sens que la transformation elle est sincère, j'ai aucun mal. Mais si je sens que c'est pour si je sens que c'est pour faire du buzz ou pour faciliter certaines choses dans sa vie professionnelle, j'ai un peu de mal en fait. J'aime bien les gens entiers en fait. J'aime bien les gens entiers, j'aime bien les gens authentiques. Et si je sens que il y a de l'entourloupe, bah, ça me déplaît un peu. Enfin, carrément. Non. Ensuite, tu penses quoi de Saladin Parnasse et de Morgan Charrière? Alors, je vais commencer par Morgan Charrière. Je pense que c'est un jeune qui a énormément de talent, mais je pense qu'il s'est perdu dans l'univers virtuel, YouTuber, machin, qui, à mon sens, va à l'encontre de la vie d'un combattant. C'est très difficile, c'est même presque impossible de devenir une personnalité de YouTube ou une personnalité des réseaux sociaux et en même temps réussir une carrière de sportif de haut niveau, enfin de combattant de haut niveau. Je pense pas que ça soit facile. On a vu le contraire, c'est-à-dire qu'on a vu des YouTubers avec les frères Paul, on a vu le contraire, c'est-à-dire des mecs venir du YouTube et puis devenir combattants, mais ils ont arrêté leur conneries sur YouTube. C'est-à-dire à un moment donné,
Si t'es là à chercher le buzz sur YouTube et à faire c'est compliqué de devenir combattant professionnel. À mon sens, hein, ça doit être exceptionnel, les gens qui réussissent à le faire. Donc voilà, je pense que Morgan, à la limite, vaut mieux galérer, parce que j'ai bien compris dans ses interviews, il dit qu'il fallait qu'il ait suffisamment d'argent pour pouvoir payer sa vie de sportif de haut niveau. Maintenant, j'ai l'impression que quand tu gagnes bien ta vie avec les réseaux, c'est compliqué d'avoir suffisamment faim et suffisamment la niaque pour continuer à être combattant de haut niveau. Ça demande encore une fois une volonté exceptionnelle. On a vu par exemple la différence entre Conor McGregor qui dort dans sa voiture et le Conor McGregor qui pèse 200 millions de dollars. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand on n'est plus dans le besoin et qu'on a tout ce qu'on veut et qu'on pète dans la soie, c'est compliqué d'avoir suffisamment faim pour faire ce qu'il faut faire pour devenir un combattant de haut niveau. Surtout quand on n'a pas encore percé. Et puis D'accord. pour Saladin Parnasse, je pense que c'est le meilleur combattant MMA français à l'heure actuelle, toutes catégories confondues. Je le connais depuis ses débuts, donc j'ai vu évoluer. Et c'est un mec qui coche quand même toutes les cases des ingrédients pour devenir un grand champion. Déjà, c'est un acharné de travail, il bosse énormément. Je l'ai vu à la salle, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu ses collègues s'entraîner, je l'ai vu lui s'entraîner et il y a une différence. Il travaille plus que les autres. Il fait entièrement confiance à son staff et il est à l'écoute. Donc, c'est pas parce qu'il est presque invaincu et c'est le meilleur combattant français qu'il n'écoute pas ses hommes de coin. Il est toujours à l'écoute. Il écoute ce qu'on lui dit, mais pas que pour l'aspect sportif, mais aussi dans la vie de tous les jours, la vie qu'il doit mener pour être au top. Et donc, comme il a toutes ces qualités-là, c'est-à-dire que c'est un acharné de travail, qu'en plus de ça, il est doué, qu'en plus de ça, il fait confiance à son staff et qu'il les écoute au doigt et à l'œil, bah, ça donne un jeune aujourd'hui qui casse tout, quoi. Qui casse tout, qui survole la concurrence et qui est volontaire parce que bon, il a une enfance qui est pas facile et il a cette abnégation, le sens du sacrifice et le fait de savoir que bon, on n'a rien sans rien, tu vois. Et, euh, et donc voilà, ça donne le meilleur combattant français à l'heure actuelle. Du coup, tu penses quoi de Tom Duquesnoy? Tom Duquesnoy, c'est pour moi quelqu'un qui encore une fois, n'a pas été au bout de son potentiel. Alors, je pense qu'il a changé de voie. Il a changé de voie en cours de route. C'est quelqu'un qui avait construit un chemin tout tracé avec son père. Son père est une personne très importante dans sa vie. Et ensemble, ils avaient élaboré un chemin qui allait le mener jusqu'à l'UFC. Et donc, avec son père, ils ont écumé les salles, ils se sont entraînés. Enfin, il a entraîné et il s'est entraîné pour devenir un combattant de l'UFC. Et le jour où il a été à l'UFC, je pense que psychologiquement, il avait atteint son but que après, bon, bah voilà, il a atteint son objectif et que après, c'est dur. Une fois on s'est fixé un objectif et qu'on l'a atteint et qu'il faut se poser, il faut se fabriquer d'autres objectifs, c'est dur de rebondir, quoi. Et donc, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Pour moi, il a été à l'UFC mentalement, psychologiquement, il a coché la case UFC. Et puis après, c'était trop dur pour rester là-haut. Et puis peut-être en même temps, ça correspondait aussi à un moment dans sa vie où spirituellement, il a trouvé autre chose, il a trouvé une autre voie et que il était curieux d'essayer autre chose. Donc voilà, c'est la croisée des chemins de deux éléments qui font que il a arrêté alors qu'il était encore jeune, quoi. Je crois qu'il a arrêté à 24 ou 25 ans. Ouais, c'est ça environ. Donc voilà, donc après, si aujourd'hui le principal dans tout ça, c'est l'épanouissement perso.
même si il a déçu des fans parce que les fans auraient voulu le voir évoluer plus longtemps. Qu'est-ce qui est le plus important, c'est son épanouissement personnel. Si aujourd'hui il est plus heureux qu'il n'était quand il était combattant de MMA, le choix est vite fait. C'est sûr. Que penses-tu de Ramzan Djembiev alias Loup Noir et de Abdul Abduragimov alias Lazy King? Ramzan, je connais vite fait, on a échangé vite fait sur Instagram, et je l'ai vu très vite fait en combat. J'ai pas vu, je l'ai pas vu encore face à un adversaire, on va dire conséquent. Ceci étant dit, il commence sa carrière, donc c'est normal qu'il se retrouve pas face à des combattants de l'UFC, mais je pense qu'il a un très bon potentiel. C'est un jeune qui gère bien, qui a l'air de bien gérer en tout cas son image et les réseaux sociaux et sa carrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. J'en parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qui est vraiment très difficile à faire. Il arrive. En tout cas, il a l'air de donner. Enfin, il a l'air de savoir ce qu'il fait. On verra quand il sera face à des adversaires plus forts. S'il arrive à concilier les deux, pour l'instant, il y arrive très bien. Donc, je vous souhaite bonne chance. Aujourd'hui, on a besoin de jeunes comme ça, de jeunes figures médiatisées qui vont faire la promotion du MMA. Donc, pour l'instant, il remplit bien son rôle, donc c'est super. Je lui souhaite une belle carrière. Et Lazy King, franchement, j'ai vu qu'un combat de lui, donc je peux pas vraiment donner mon avis. Si si j'en reste au buzz qu'il y a autour de lui, bah, il a un gros potentiel, c'est ce que tout le monde dit. Moi, j'ai vu que le combat face à Karl et j'ai trouvé que Karl n'était pas dans son assiette. Donc, je sais pas, j'attends de voir face à un mec qui a une bonne défense de lutte et qui sait se taper. Pour l'instant, ce que j'ai vu là, sur le combat contre Karl, c'est qu'il a une très mauvaise défense en pied-point. Maintenant, faut le voir face à des mecs qui vont défendre de sa lutte. Pareil, j'attends de voir. Je connais pas suffisamment bien ce combattant pour pouvoir vraiment donner un avis éclairé. Ok, ça marche. Que penses-tu de Fouad Esbiri et de Nasser Kassem? Je trouve que c'est dommage qu'il donne autant de crédit. Après, non, je comprends pourquoi, si c'est pour faire le buzz, mais ouais, je trouve que son personnage des réseaux et je sais pas, c'est pas ma tasse de thé, on va dire. Après, je l'ai connu à une époque où il était kickboxer et que c'était un compétiteur et que c'était un très bon boxeur, qui était vaillant, qui allait au charbon, qui était technique, qu'il avait vraiment au niveau, en tout cas, kickboxing, il y a rien à dire. En tant que coach, apparemment, il a fait des belles choses, puis il a sorti des mecs titrés. Mais après, le personnage YouTube, ouais, j'ai un peu de mal, en fait. J'ai un peu de mal, surtout qu'il donne du crédit à des mecs comme Franck Ropers, ouais, voilà, quoi. J'en ai déjà discuté. Ouais, voilà, donc, en dehors de ça, ouais, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Et Nasser, tu parles de Nasser du club Box Thai, Ouais, le le coach? coach en boxe thaï, ouais, sur Lyon. Ouais, bah Nasser, il a produit une ribambelle de champions, certains qui sont les meilleurs français dans leur catégorie. Donc, je sais pas, il doit avoir une certaine formule secrète parce que tu peux pas sortir autant de mecs. En plus, c'est pas comme s'il les récupérait de quelque part. C'est des mecs qu'il a formés lui, tu vois. Donc, contrairement à un certain coach bien connu qui récupère les mecs. Mais lui, il les a formés de A à Z. Des mecs qui viennent de sa ville et qu'il a pris sous son aile et il en a fait des champions. Et à répétition, il n'y a pas beaucoup de coachs français qui peuvent en dire autant. Donc, ouais, c'est un très grand coach.
C'est un très grand coach qui a produit des champions formidables. Euh, Quand on sort un Fabio Pinca, par exemple, voilà, ou un Johan Lidon ou des gens comme ça, bon, bah, c'est ce qu'on fait. C'est sûr. Que penses-tu de Tony Yoka et de Bader Hari? Alors, Tony Yoka, c'est quelqu'un que j'ai connu à l'époque où je me faisais soigner à l'INSEP. Donc après un combat où je me suis déchiré le mollet et le tendon d'Achille. Et donc j'ai été en rééducation pendant pas mal de mois à l'INSEP. Et lui, en même temps, il était à l'INSEP et je le croisais au centre médical. D'accord. On a pas mal parlé parce que il était très respectueux par rapport à ma carrière et tout ça. Donc il venait, on discutait ensemble. Et puis après on est resté en contact. Donc il est venu plusieurs fois à la salle. On s'est vu en dehors dans un contexte de soirée. On a même eu des projets à un moment ensemble, de bosser ensemble. Donc c'est quelqu'un que je connais assez bien. C'est quelqu'un qui a du mal à se faire aimer du public français parce qu'il a une mentalité assez atypique pour un sportif français, c'est-à-dire qu'il est sûr de lui, il est sûr de lui, voilà. Et ça il est sûr de lui, et il le dit haut et fort. Et donc en France, on a ce problème avec les sportifs qui sont sûrs d'eux. On va dire tout de suite, il est prétentieux, il est ceci, il est cela. Euh, ce qui est, euh, Ce qui est bizarre parce que les Français confondent l'arrogance avec quelqu'un qui est sûr de lui, quoi, tout simplement. Je pense qu'un sportif, peu importe le sport, quand il fait de la compétition et qu'il se donne à fond dans la compétition, son but à lui, c'est de devenir le champion olympique ou champion du monde. C'est pas de son but, c'est pas son objectif, c'est pas d'être champion régional ou champion de France. Son but, quand il commence la compétition et qu'il a du potentiel, c'est d'aller au plus haut niveau de la compétition, c'est-à-dire Jeux olympiques, champion olympique ou champion du monde. Et en France, on a ce problème avec les sportifs qui le disent. C'est-à-dire, il faut, si on te pose la question, il faut que tu regardes tes pieds et que tu dises, ouais, bah, je vais essayer d'aller le plus loin possible, mais il faut surtout pas que tu dises, je vais être champion du monde ou je vais être champion olympique. Et à partir du moment où tu le dis en France, tu vas avoir une grosse partie du public français qui va te trouver hautain, prétentieux et qui va sortir tout un tas de choses sur toi. Dans les sports de combat, parce que c'est si dur et parce que bah, tu te prends des coups dans la bouche, tu ne peux pas monter dans une cage ou sur un ring avec un mental qui te dit au quotidien, bah, je vais essayer d'aller le plus loin possible. C'est pas possible. Tu peux pas te dire ça. Il faut que quand tu évolues à haut niveau et que tu es un combattant de haut niveau, il faut que tu sois persuadé que tu es champion du monde ou en tout cas tu vas devenir champion du monde. Si tu te dis dans ta tête, bah là pour l'instant j'ai un petit niveau, mais ben, je vais essayer d'aller le plus loin possible, on verra bien. À un moment donné, ça va pêcher. Tu peux pas. À un moment donné, si ton mental, il faut qu'il soit plus fort que tout, et surtout, il faut qu'il soit plus fort que ton adversaire. Si ton adversaire est persuadé qu'il a ce qu'il faut pour devenir champion du monde et qu'il est à deux doigts de le devenir, et que toi, tu arrives avec ton petit mental de je vais essayer d'être champion régional, bah la différence, elle va se ressentir sur le ring, en fait. Donc, Tony Yoka, il a ce mental-là, il a un mental de champion. Il croit en lui, et ça, c'est une très grosse qualité, une très très grosse qualité de chez les sportifs et encore plus chez les combattants. Il croit en lui, il a une foi inébranlable en lui, et voilà, c'est normal, c'est normal. Le public français, par contre, a une réaction qui est complètement démesurée et qui est complètement anormale. C'est normal que lui soit persuadé qu'un jour il puisse taper Tyson Fury. C'est normal. Si il aspire à devenir champion du monde et qu'il n'ait pas cette foi en lui et qu'il ne soit pas persuadé de pouvoir battre Joshua ou Tyson Fury, faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête. Faut qu'il reste sur le côté ou dans sa salle et puis qu'il regarde les autres faire. Tous ces champions-là d'exception croient en eux. Alors,
On accepte quand c'est Conor McGregor parce que c'est super cool. On accepte quand c'est Floyd Mayweather parce que c'est super cool. On accepte Mohamed Ali, d'ailleurs, il était adulé pour ça. Mais quand un petit Frenchie dit, ouais, je vais être champion du monde, je vais battre Joshua, il y a tout un tas de sportifs du dimanche qui commencent à critiquer, ah ouais, mais lui, il est prétentieux, il est arrogant. Ah non, il n'est pas prétentieux et arrogant, il a une foi inébranlable en lui. Et c'est ce qu'on attend de lui, en fait. Parce que à partir du moment où tu crois pas en toi, tu restes chez toi et tu regardes les autres faire. Au choix de ses adversaires, je me suis amusé à cumuler ses 16 premiers adversaires, ou 12 premiers adversaires, je crois. Je sais plus si c'est 12 ou 16, je sais plus combien de mecs il a boxé, bon bref. J'ai pris tous ses adversaires et j'ai fait sur BoxRec et j'ai cumulé les victoires et les défaites de ses adversaires, de tous ses adversaires, au moment où ils l'ont affronté. Et j'ai fait la même chose avec Mike Tyson et j'ai fait la même chose avec Anthony Joshua. Et des trois, celui qui avait affronté les meilleurs adversaires, c'était Tony Yoka. Ensuite, D'accord. c'était Anthony Joshua. Et ensuite, c'était Mike Tyson. Mike Tyson, le ratio de victoire-défaite de ses adversaires était dans le négatif. Les adversaires avaient plus de défaites qu'ils avaient de victoires. Ensuite, il y a eu Anthony Joshua, je crois qu'il y avait les adversaires, en gros, ils avaient trois victoires pour une défaite ou deux défaites. Et celui qui avait une meilleure qualité d'adversaire jusqu'au même moment dans leur carrière, c'était Tony Yoka. Et lui, il était loin devant avec, je sais pas moi, je crois qu'il y avait ses adversaires, ils avaient quatre victoires pour une défaite ou un truc comme ça. Donc voilà, D'accord. donc c'est encore une fois, c'est et donc, il y a plein de Français qui disent, qui leur argument de anti Tony Yoka, c'est de dire, il affronte que des pommes de terre. Mais si on regarde au même moment dans leur carrière, les carrières de Anthony Joshua et encore plus Mike Tyson, ils affrontaient des combattants plus médiocres que les adversaires de Tony Yoka. Et donc voilà, c'est vraiment une perception du public en fait. C'est une perception de se dire Tony Yoka, il est arrogant, il est ceci, il rencontre que des pommes de terre. Voilà, c'est une méconnaissance de la boxe. Et puis il y a aucun champion olympique, donc médaille d'or olympique, qui devient un pro, qui affronte les meilleurs tout de suite. Tous les champions olympiques de boxe, on a on leur a pavé le chemin vers un titre mondial en boxe. Ça existait pas un champion olympique que tu prends et tu mets tout de suite face aux meilleurs mondiaux. Ça s'est jamais vu. Alors Badrari, pour moi, c'est avec Ernesto Houss, c'est le meilleur kickboxer poids lourd de l'histoire. Une boxe incroyable, technique, agressif et puissant. Donc lui, il cumule vraiment les cases les plus importantes. Donc technique avec une technique très hollandaise avec des enchaînements à pied-point où je commence en anglaise et je termine en jambes. Frappe fort sur tous les coups, cherche à mettre KO sur tous les coups. Euh, une grosse puissance qui va avec et une grosse agressivité quand il appuie sur la gâchette. Voilà, c'est chaud pour le mec en face. Malheureusement pour lui, complètement ingérable, une vie en dehors du sport qui est complètement foufou et voilà une tendance à faire la fête et tout ce qui va avec qui est dommage quoi, qui a ruiné sa carrière, je pense, parce qu'il a clairement un niveau qui est au-dessus des poids lourds en kickboxing qu'on voit aujourd'hui. Et il aurait pu avoir une longue carrière plus productive. Bon, bah, il aimait trop la fête, il aimait trop la fête. C'est dommage. Que penses-tu de Carla Moussou et de Cédric Doumbé? Alors, Carla Moussou, je pense que il avait un très gros potentiel. Il était, je pense, instable au niveau mental, une certaine instabilité qui fait que bah, c'est très grave, enfin c'est très compliqué à haut niveau d'être constant en fait.
son état psychique a des conséquences directes sur ses résultats, en fait. Et bah, comme tous les combattants, mais j'ai l'impression qu'il était instable à ce niveau-là, capable du meilleur comme du pire, en fait. Et par contre, c'est un mec techniquement très solide, physiquement très solide. Quand il est bien dans sa tête, il est agressif. Et contre son dernier adversaire, voilà, il y avait psychologiquement, il était, je pense, instable, pas serein. Et c'est pour ça que il a perdu comme il a perdu. Après, c'est aussi dû à son entourage, c'est aussi dû à tout ça, c'est aussi dû aux choses qui se sont passées dans sa vie. Voilà. Je connais un petit peu son passif. Je pense que voilà, il y a des choses qui blessent profondément un homme et qui laissent des cicatrices et c'est dur de se relever de certaines choses. Et c'est là où les gens se rendent pas forcément compte, les fans ne se rendent pas forcément compte que un combattant, quand le jour où il le voit dans le ring ou dans la cage, il y a un passé derrière, il y a une vie en dehors du sport et que cette vie-là peut profondément changer l'issue du combat, en fait. Et donc voilà, donc à Moussou, je le vois comme un très gros potentiel, mais avec une faille. Voilà. Et Doumbé, alors Doumbé, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire que Doumbé, pour moi, son point fort, avant sa technique, avant son punch et tout ça, c'est son mental. C'est un peu comme un Conor McGregor, c'est un mec qui a une foi en lui, c'est un mec qui comprend son cerveau, qui comprend ce dont il a besoin pour se motiver, pour se galvaniser, et il l'utilise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est tellement vantard, il est tellement sûr de lui que il se met une pression positive qui le force à performer. Et je le vois comme ça en fait. Et donc c'est un mec qui, comme il a un gros sens de l'humour aussi, il se met la pression en fait. Maintenant, il y a des gens qui gèrent bien la pression, et il y a d'autres gens qui le vivent mal. Lui, il fait partie des gens qui gèrent bien la pression et donc il se met lui-même la pression pour s'obliger à s'entraîner plus que les autres, pour s'obliger à aller au charbon face à des mecs qui sont dangereux. Et voilà, donc ça donne un mec qui est explosif sur le ring et qui a un gros potentiel. Quel est ton avis sur Thomas Loubersan et sur Yacine Bouganem? Thomas, c'est un mec que je connais pas si bien que ça. Je l'ai croisé plein de fois. On a même eu l'occasion de s'entraîner ensemble en Thaïlande. Je crois qu'au niveau grappling, c'est un des meilleurs Français, si ce n'est le meilleur Français. Il comprend très bien son grappling, il comprend très bien le jeu des adversaires et comment battre ces personnes-là. Et donc, c'est quelqu'un de très stratégique dans son approche du grappling et il fait la différence avec ça, plus un physique et puis plus des techniques. Alors, c'est pas quelqu'un qui va faire des dingueries au niveau technique, mais par contre, ce qu'il sait faire, il le fait très bien et il l'impose à ses adversaires. C'est quelqu'un qui, je pense, n'a pas sa langue dans sa poche. Ça, c'est bien. On a besoin de gens comme ça dans ce milieu-là. Et je pense que ouais, c'est un des mecs qui a envie de faire bouger les choses sur certains niveaux, en tout cas dans le MMA et dans le grappling français. Yacine, Yacine, c'est pas quelqu'un que je connais très bien. Je l'ai vu boxer plusieurs fois. Quand il était plus gros, il était surprenant parce qu'il avait ce physique disgracieux et en même temps, il avait une boxe qui était vachement belle à voir, surtout pour un mec de son gabarit et de sa morphologie. J'ai été déçu sur ses combats en MMA. J'ai pas trop compris. J'attends de voir. Je sais pas ce qu'il va faire par la suite. J'attends de voir. Que penses-tu de Anissa Meksen et de Aziz El Ali? Alissa, pour moi, c'est la meilleure boxeuse pied-point de l'histoire. Je vois pas une meilleure boxeuse en fait.
Il y a Lucia Rickers c'était un autre style, elle était plus puissante, était archi dominante aussi, mais moi qui suis un amoureux de technique, c'est difficile de trouver meilleure technicienne en pied-point que Anissa. Et quand je dis de tous les temps, je pèse bien mes mots. Je pense que les meilleures combattantes de ces, je sais pas moi, 40 dernières années, je les ai vues boxer. Il y en a très peu qui m'ont impressionné, au point où je les appelle les meilleurs de tous les temps. Mais Anissa, c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Je l'ai vu tourner même en sparring avec des mecs et les surclasser techniquement, alors que les mecs, ils étaient plus lourds et que c'était des mecs, quoi. Donc, ouais, pour moi, elle est exceptionnelle. C'est dommage que sa carrière se termine comme ça, où elle galère pour trouver des combats. J'aurais aimé la voir faire la transition vers le MMA il y a bien longtemps. C'est dommage qu'elle n'ait pas su prendre le train en marche parce qu'elle aurait pu faire des très belles choses. Je pense que c'est une bosseuse et elle a une intelligence de combat et une capacité d'adaptation. Et elle est tellement technique qu'elle aurait pu, je pense, hein, elle aurait pu faire la transition vers le MMA avec brio. Et puis bon, elle aurait eu une reconnaissance autre que celle qu'elle a aujourd'hui. Là, aujourd'hui, malheureusement, à part les fans hardcore de pied-point, il n'y a personne qui la connaît. Et c'est quelqu'un qui aurait dû être connu comme une Ronda Rousey ou une, euh, une autre figure emblématique des sports de combat féminins. Elle est vraiment exceptionnelle. D'accord. Et après, il y avait sur Aziz El Ali. Je connais pas bien. Je préfère, ouais, je connais pas bien. Ok, ça marche. Ensuite, tu penses quoi de Rizlen Zouak et de Laetitia Blo? C'est, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que, je sais pas trop quoi en penser. Je les connais pas suffisamment bien et je connais pas leur carrière suffisamment bien. Je pense elles ont fait des belles choses à un moment donné dans leur carrière. Je pense que en MMA, elles sont peut-être limitées à un certain niveau. J'attends de voir. Peut-être que Laetitia, elle est venue chez moi à un moment donné pour s'entraîner et elle était dure à coacher. Peut-être que c'était une incompatibilité entre l'élève et le coach. C'est ça aussi qui est dur, c'est quand tu es coach, récupérer des sportifs qui ont déjà des palmarès encore plus dans d'autres disciplines et qui viennent dans une nouvelle discipline et qui viennent avec déjà leur bagage, déjà leurs idées et tout ça. C'est compliqué d'être des fois compatible. Mais sinon, les deux, je sais pas, à voir. Je connais pas leur actu suffisamment bien et je les ai pas suffisamment vus combattre pour donner un avis éclairé. D'accord, ça marche. Ensuite, tu penses quoi du Major Gérald et de Christophe Cario? Alors, Christophe Cario, maintenant, il est plus dans tout ce qui est bien-être, remise en forme, muscu, mais à l'époque, il faisait du karaté. Ouais. Major Gérald, je l'ai découvert comme tout le monde sur les vidéos de Greg MMA. Il incarne le bidas, quoi, l'instructeur de l'armée pour moi, c'est une caricature, quoi. C'est une caricature d'un instructeur de l'armée, ce que ça doit être, en fait. Donc, moi qui a été élevé par les films de guerre, Apocalypse Now, toute la clique là, et le film avec Clint Eastwood là où il est justement instructeur dans l'armée là. Ouais, voilà, il coche toutes les cases de ces personnages-là. Donc c'est un personnage de film en fait. C'est un personnage de film. Donc c'est marrant de voir des vidéos avec ce genre de personnage en se disant c'est un vrai mec dans la vraie vie quoi, tu vois, parce que il fait complètement personnage de film. Donc il joue son rôle à perfection. Après, martialement, bah, c'est normal que dans le privé, en fait, que dans le civil, je veux dire,
il y ait des meilleurs sportifs, des meilleurs combattants d'arts martiaux que dans les corps de l'armée ou de la police. Donc, quand je regarde les vidéos de ces gens-là, j'ai toujours une critique. Je regarde avec un œil critique parce que c'est pas techniquement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, en même temps, quand tu es dans l'armée, t'es pas supposé être champion du monde de boxe ou champion du monde de MMA, mais voilà. Donc, j'aime bien regarder pour l'aspect personnage de film. Après, martialement, il y a plein de trucs à redire, mais bon, voilà, c'est tout. Ok, ça marche. Après, c'était sur Christophe Cario. Ah ouais, Christophe Cario, bah, je l'ai connu à l'époque où il faisait un karaté Bushido sur deux et qu'il incarnait le karaté artistique ou le karaté ouais, ouais, artistique, voilà. Et puis après, il a été vers je crois qu'il a commencé à faire de plus en plus de la partie physique dans le karaté Bushido à une époque, les exercices qu'il fallait faire et tout ça. Voilà, je le connais de cette époque-là. Je peux pas en dire en grand-chose. Je sais que il correspond à une demande qu'il y avait à cette époque, c'est-à-dire que on sortait de l'ère Jean-Claude Van Damme où les sportifs de combat étaient tous, enfin, si t'étais pas balèze avec des gros pecs et des gros biceps et une tablette de chocolat, bah t'étais pas trop pris au sérieux. Donc il y a eu à une époque une, comment dirais-je, un intérêt pour la muscu en même temps que tu faisais des sports de combat et des arts martiaux. Il y a eu cette époque-là où les mecs, il fallait qu'ils soient tous balèzes et beaux, en même temps qu'ils soient tous forts en combat. Et je pense qu'il correspond à cette époque-là. Je pense qu'on est passé, on a passé ça maintenant. Les combattants en tout cas de MMA, s'ils font de la muscu, c'est une muscu spécifique qui leur sert à être plus forts dans leur sport. On cherche plus à être balèze comme à une certaine époque. D'accord. Que penses-tu de Anthony Rea? Anthony Rea, j'ai même coaché en Slovénie, je pense, il y a une vingtaine d'années. C'est l'art martialiste dans toute sa splendeur. Tu vois, c'est pour moi ce qui est un véritable pratiquant d'arts martiaux. Recherche d'efficacité, travailleur, bosseur, n'a pas peur de relever les défis, au contraire, relève les défis. Et aussi ce côté dans le dur, quoi. Voilà, c'est ça, c'est l'idée que je me fais dans le dur et de façon honorable. Voilà. C'est l'idée que je me fais de l'art martialiste français moderne, tu vois, en tout cas ce qui devrait être, avec une inspiration japonaise et chinoise, où il y a un code implicite à partir du moment où tu revêtis le kimono ou ton habit de combat. Voilà, tu as un certain code, le code du Bushido ou ce que tu veux, mais tu as un code de l'honneur et voilà, tu essaies de combattre et de vivre selon ce code, tu vois. Donc, Anthony me fait penser à ça un peu. Tu penses quoi des Alamos en Muay Thai? Donc, il y a Rodrigo, Damien, Mike et Hugo. Bah, c'est toujours fascinant de voir une famille qui se donne à fond dans une seule et même passion, qui se donne à fond dans une seule et même passion et qui performe, tu vois. C'est admiratif. Je trouve que ils ont fait un très bon boulot. Le papa a fait un très bon boulot. Il leur a inculqué en tout cas les valeurs martiales qu'il faut puisque ils ont réussi dans l'ensemble et voilà donc très admiratif de familles comme ça qui arrivent à avoir des résultats dans un sport de combat ou dans un art martial et puis encore une fois ça veut dire ils sont proches de la vérité quoi, ils sont proches de la vérité. Si au sein d'une même famille ils arrivent à avoir ces résultats là, c'est que ils ont une recette en tout cas. D'accord. Ensuite, tu penses quoi des frères Pinto? Bah pareil, je pense que
même si ils sont critiqués parce que, enfin, ils ont été critiqués parce qu'il y avait ce côté bling bling, ce côté, ouais, ce côté show off qui ne plaît pas forcément aux Français quand t'es sportif. Mais en même temps, c'est des très bons combattants. Donc, moi, franchement, j'ai rien à dire. Si au contraire, s'ils arrivent à se faire connaître et à utiliser leur aura de combattant pour réussir dans leur vie privée et professionnelle en dehors du sport, bah tant mieux, tant mieux. J'ai suivi de loin pendant quelques années leur évolution et ce qu'ils faisaient en Asie. Et c'est bien. Ils arrivaient à concilier plein de choses et donc encore une fois, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Duquesnoy, c'est l'important, c'est leur épanouissement. Est-ce que eux, quand ils se couchent le soir, ils ont la banane en s'endormant, est-ce qu'ils se disent j'ai kiffé ma journée, est-ce que ils sont contents d'y retourner le lendemain? C'est ça qui est important. C'est pas la perception de Cyril Diabaté ou la perception du grand public. C'est lui-même, est-ce il est bien dans ses pompes et lui-même, est-ce que euh, il véhicule les bonnes choses et que à la fin de sa vie, il puisse regarder sur son lit de mort son passé et puis d'être satisfait de ce qu'il a fait, tu vois. C'est ça qui est important. Tu penses quoi de Freddy Lépine et de Jean-Charles? Skarbowski. Freddy Lépine, c'est un ancien de la boxe thaï qui est présent sur les réseaux sociaux, qui aime bien utiliser les réseaux sociaux pour faire sa promotion. Voilà, je j'ai pas grand-chose à dire de mal ou de bien sur lui. À la limite, je suis admiratif qu'il soit toujours aussi en forme et toujours aussi motivé à son âge, ce qui est très beau, ce qui est très rare. Martialement parlant, je sais pas, je connais pas trop en fait. Est-ce qu'il a formé des champions? Je pense pas. Est-ce qu'il a une grande carrière? Je sais pas. Sinon, ça, encore une fois, j'en reviens à ce que je viens de dire. Si lui, il est bien dans ses baskets, il fait ce qu'il aime, et je pense qu'il fait ce qu'il aime. Le reste, c'est vraiment secondaire. En tout cas, il fait plus de traction que moi largement. Donc déjà, ça c'est euh, ça c'est fort à son âge. Euh, et ouais, un gros big up à lui. J'espère que à son âge, je serai aussi en forme que lui. Et Jean-Charles Skarbowski, bah, j'étais avec lui hier soir. Donc c'est quelqu'un. On a partagé un même plateau en 2001 à Las Vegas. C'est la première fois que je combattais à Las Vegas. J'allais rencontrer Rick Rufus et, euh, et tout le monde pensait que j'allais me faire mettre KO d'ailleurs. Et lui, avant le combat, je suis dans le vestiaire, je suis en train de me préparer pour monter sur le ring. Et lui, qui était déjà un grand nom, qui avait déjà un putain de palmarès, il arrive dans le vestiaire et il me donne une amulette, son amulette porte-bonheur, qui avait été fait par un bonze. Et il me donne, il rentre dans le vestiaire, il me dit, voilà, si tu me permets et tout, j'aimerais te donner ça, ça va te porter bonheur, fais-moi confiance et tout ça, j'aimerais te donner ça pour ton combat. Et donc, j'ai accepté, et puis il m'a entouré mon biceps avec, et puis après, j'ai gagné le combat. Alors, je suis pas très superstitieux, mais par contre, c'est le geste qui m'a énormément touché, je le connaissais pas. C'est quelqu'un que j'admirais en tant que combattant. Il avait ce geste-là pour moi, qui n'était pas encore connu et qui aspirait à l'être. Et il y a eu ce geste. Je pense que c'est parce que il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'allais me faire mettre KO et que lui, au contraire, il voulait que je gagne face à la légende. Et donc ça m'a touché. Quel est ton avis sur Jean Carillo et sur André Zetoun? Alors Jean Cario, c'est la grande gueule du Sud, tu vois. C'est le mec qui s'expate aux États-Unis, il y a belle lurette, mais qui a gardé la mentalité du Sud, tu vois, la grande gueule, le mec un peu, ouais, grande bouche, qui casse les couilles à tout le monde. Ça me plaît bien, ça, tu vois. Et donc, ouais, il n'hésite pas. Bah, c'est quelqu'un qui a pris un petit peu ce que je dis depuis des années sur la self-défense et qui dit plus ou moins la même chose et qui est aussi taquin que moi, mais différemment. Et donc, ouais, il casse les couilles à tout le monde, quoi. Il casse les couilles aux gens qu'on critique, quoi. Et donc, il a fait une série de vidéos. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec lui. Il a fait une série de vidéos où il décrit, il critique la self-défense. Ceci étant dit, il en pratique aussi.
Et ceci étant dit, il vend sa self-défense à lui. Donc, je sais pas trop. Mais Je j'avais une sais pas. question justement, pardon, à ce propos, à te Ouais, poser. Parce que tu dis que, par exemple, Ropers ou Jusso ou Mastro ou d'autres, Alexandra ouais, Carriès ou autres, acceptent tout le monde. ouais, Mais en 2020 encore, Jean Carrillo donnait des stages dans des clubs de Krav Maga ou chez des instructeurs à lui. Et ouais. ils mettent bien que c'était sans niveau technique ou physique requis. Donc, comment, que penser quand il dénonce ceux qui le font, mais que lui-même le faisait? Bah, alors je sais pas trop, hein, je sais pas trop ce qu'il fait exactement. Je sais comment ça s'appelle. Je l'ai vu donner des démonstrations, mais avec des combattants, donc je sais pas où il en est à ce niveau-là. Moi, si il tombe dans la même catégorie que ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire que tu peux pas donner, dispenser un style universel prétendument à tout le monde, pour tout public, que ça soit le gamin de 18 ans qui est sportif ou pas, jusqu'à la ménagère de 60 ans qui est incapable de faire une pompe et qui a jamais pris de coup dans sa bouche. C'est pas possible de faire un seul style universel pour un aussi large éventail de personnes en leur promettant la même chose à tous. C'est pas possible. Donc si lui il fait la même chose, bah c'est du mensonge. Alors je Alors, sais pas, hein. Je dis bien si. Je sais pas ce qu'il fait exactement. il fait plus ça parce que depuis qu'il s'en prend à Frank Ropers, il a changé son discours depuis à peu près fin 2020. Et maintenant, il D'accord? dit plus que ce qu'il propose, c'est ouvert à tous. Alors qu'avant, il disait le contraire. D'accord. Ok. Ouais, j'ai pas trop suivi en fait. D'accord, Donc ça marche. bah peut-être, tu vois, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Ici, il enseignait un style de self-défense. C'est ça aussi, c'est que la self-défense, pour qu'elle soit honnête, il faut qu'elle soit en évolution sans cesse. Si tu as un style de self-défense qui ressemble au même style de self-défense que tu pratiquais il y a 20 ans, déjà, tu es dans le mensonge. Pourquoi tous les arts martiaux, ou sports de combat, surtout les sports de combat, parce qu'il y a un laboratoire en temps réel, mais pourquoi les sports de combat évoluent sans cesse? Pourquoi la boxe thaï, elle a évolué? Pourquoi la boxe anglaise, elle a évolué? Pourquoi le MMA, plus que tous les autres styles de combat, a évolué? C'est parce que il y a une perpétuelle recherche d'efficacité. Et que donc, quand il y a une nouvelle technique qui arrive, qui est mise en avant et qui marche, bah, ça devient une tendance. Et ensuite, les gens vont trouver le contre à cette tendance et ça va évoluer. Euh, à une époque, par exemple, un très bon exemple, c'est en MMA, tu emmenais ton adversaire au sol contre la cage. Il y a l'ère de Andy Couture ou Tito Ortiz, par exemple. Leur but à eux, c'était t'emmener au sol contre la cage, se servir de la cage comme un élément pour te coincer au sol et te pulvériser avec les coups de poing et les coups de coude. Très vite, les mecs ont trouvé la parade à ça et ont commencé à utiliser la cage pour se relever et rester debout, et être plus stable. Donc, il y a eu une tendance de ground and pound contre la cage qui a été mis en avant par Mark Coleman, Randy Couture, Tito Ortiz. Et très vite, il y a eu le contre à cette tendance qui a donné aujourd'hui une évolution qui fait que les mecs, quand ils sont amenés au sol, ils vont marcher sur les mains en arrière jusqu'à la cage pour se servir de la cage pour se relever. Et ça a été une évolution qui a été vue sur même pas 10 ans. La self-défense, il n'y a pas d'évolution du tout depuis des décennies. Parce qu'il n'y a pas de combat. Parce qu'il n'y a pas la mise en pratique de la théorie. Et donc, ça donne des trucs qui sont figés et qui bougent pas. J'en parlais l'autre jour sur mon Instagram, mais on est toujours en train de faire des attaques au couteau où le mec, il me laisse son bras au-dessus de sa tête, il descend à la verticale. Sachant que les stats des flics disent que la plupart du temps, la main qui a pas le couteau, et qui est la main qui touche l'agressé en premier. D'accord? Et qu'ensuite, c'est plutôt des coups d'estocade avec le couteau multiples
qui sont donnés, pas un coup seul, un coup unique avec du haut vers le bas. Et pourtant, tu vois systématiquement en Krav Maga ou dans tous leurs trucs là, c'est toujours la même attaque qui est donnée, c'est toujours le même style de défense sur cette attaque, Ben alors que ouais, c'est pas réaliste. ben Et donc, juste, voilà, donc j'en revenais à parler de l'évolution dans certains styles et le manque d'évolution dans d'autres. Et voilà, c'est pour ça que je suis toujours critique de la self-défense. d'accord. Ben justement, il y a quelques jours, quand tu avais posté ça sur Instagram, je recherchais une vidéo que je n'ai pas réussi à retrouver malheureusement. Ouais, C'était, je sais pas trop où, mais en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, il y avait un agent de sécurité très balèze qui avait refusé l'entrée à un mec dans un bar. ouais, Le mec, il était tout fin, tout petit. Il a sorti un couteau et comme tu dis, il lui a mis plein de coups ici à la gorge et tout. Le ouais, mec, ouais. il est mort. Ouais, parce que c'est ce qui se retrouve le plus souvent. C'est pas des mecs qui vont donner un coup unique du haut vers le bas à la verticale. C'est autre chose. Et souvent le mec qui a le couteau, c'est pas forcément la main qui a le couteau qui va toucher en premier. C'est souvent l'autre main qui est libre qui va être qui va être utilisée pour attraper, pousser, repousser, frapper la personne qui est agressée avant d'être touchée par le couteau. Donc aujourd'hui, aujourd'hui la self-défense euh, omet complètement tout ça. C'est mis complètement de côté en fait. Et on va privilégier des attaques enfin des défenses sur couteau qui sont des attaques minoritaires en fait. C'est sûr. Et pour revenir sur ce que tu disais là, il y a quelques minutes, alors déjà, à chaque fois qu'on a vu des maîtres de tai chi ou de self-défense combattre face à des combattants de MMA ou de boxe pied-point, même si les combattants, ils n'étaient pas forcément exceptionnels, on n'a jamais vu le moindre expert en self-défense gagner. Ouais, Et également, tous les experts en self-défense en sont réduits à faire de la boxe pied-point et n'arrivent à placer aucune de leurs techniques. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas boxer, ils n'ont pas le cardio, ils n'ont pas, techniquement, ça va pas. Et il y a autre chose. Alors, tu dois connaître Dekayo. Je crois que c'est un Sud-Coréen qui est très fort, très explosif et tout. ouais, Il a pratiqué plein de styles, mais on l'a vu dans un combat un peu soft, anglaise. ouais, en anglaise. C'était Non, pas non, c'était terrible, quoi. pourri. Non, non, c'était pourri. Et c'est face à un ancien combattant de MMA qui lui-même s'entraîne plus depuis des années et qui est pas fort, tu vois. Et donc, on a vu un mec qui donne des stages un peu partout dans le monde et qui se fait payer des sommes de ouf face à un ancien combattant de MMA qui est pas forcément spécialisé dans la boxe anglaise, qui s'entraîne plus. Et on a vu le mec de la boxe anglaise, enfin le mec du MMA dominer l'autre et l'autre qui faisait le nécessaire pour survivre, quoi. Pourtant, dans ces vidéos de démonstration, tu as l'impression que c'est Bruce Lee réincarné. Donc c'est bien la preuve. Et en plus, ce mec-là, il a fait des interviews où il proposait à Dana White de le signer et qui prenait n'importe qui, même Conor McGregor. Donc voilà, on voit encore l'univers du mytho-jitsu où les mecs s'inventent des vies, quoi. C'est sûr. Mais après, tu vois, il y a des trucs en self-défense. Je dis pas, si le combat n'a pas encore démarré et que ça reste en face à face, à un contre un, en statique, il y a des choses qui peuvent être placées. Mais si le combat a vraiment démarré, que en face, tu as un mec qui est enragé, je vois pas comment c'est possible de placer plein de trucs qu'on voit. Ouais, je sais pas. Moi, en Moi, tout je cas, je suis. l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Et moi, même si je m'entraînais des heures par jour, je me sentirais pas capable de faire la plupart des choses que certains montrent. Ouais, ouais, Sans critiquer, hein. Peut-être que eux peuvent, mais moi, en tout cas, je pourrais pas et je l'ai jamais vu. Donc, ouais. ensuite, c'était sur André Zetoun.
André Zetoun, c'est marrant, j'ai une photo de moi dans un combat de boxe thaï. Je devais avoir 19 ans, 19, 20 ans, face à face à un mec de banlieue aussi, dans un petit gala de banlieue de boxe thaï. Et l'arbitre, c'était André Zetoun. Et donc, c'est un mec que je connais depuis très, très longtemps. C'est quelqu'un que j'aime bien. C'est un mec qui est un bon vivant, qui est très marrant et qui a formé des sacrés boxeurs et qui est toujours amoureux du Muay Thai traditionnel. Donc c'est quelqu'un pour moi qui est une figure du Muay Thai français, qui a fait qui a participé à l'essor du Muay Thai français, notamment en sortant un mec comme Jean-Charles Skarbowski. Et il a entraîné pas mal d'autres combattants, mais sa plus grosse réussite, c'est Jean-Charles. Et donc, ils étaient un binôme iconique du Muay Thai des années 90. Et donc voilà, donc c'est un grand monsieur de la boxe thaï. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu le connais, mais on va voir. Tu penses quoi de Serge Trefeux du Siam Fight Mag? Je connais pas. Je connais pas. Je connais le magazine, mais je connais pas Serge. Ok, ça marche. Il m'a peut-être interviewé, mais je le connais pas. D'accord. Ensuite, à Toulouse, il y a un très bon club de boxe thaï qui est géré par Maurice Brière, qui a été élève de Krongsak Boranrat. Maurice Brière, je crois qu'en juin, il est allé chez Jean-Charles, justement, donner un stage ou un cours, je ne sais plus trop. D'accord? Est-ce que tu le connais? Et si oui, que penses-tu de lui? Non, je le connais pas, malheureusement. D'accord. Alors, à Agen, il y a un très bon club en boxe pied-point, mais bon, ils font de la boxe taille, du kickboxing, K1, full contact. Et récemment, ils ont ajouté une section MMA gérée par William Varnier, donc c'est la team Varnier. Et il y a des champions tels que Mehdi Aissa, William Saidi ou Youssef Aguig. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce club et de ses combattants ou pas? Non, non, c'est vrai que le pied-point, là, je sais plus trop ce qui se passe dans cet univers. Ça fait un bout de temps que je suis vraiment tourné vers le MMA. D'accord. Je suis pas trop ce qui se passe au niveau français, au niveau du pied-point. Je connais les grosses têtes, je connais les mecs qui cartonnent en ce moment en pied-point, mais je connais pas les petits clubs de province, on va dire. D'accord. Ouais, Ben, je vais te parler juste de deux clubs, on va voir, qui sont situés à Bordeaux. Alors, il y a le premier, c'est l'Académie Pythagore avec Emmanuel Fernandez. Ils ouais, font judo, jiu-jitsu, MMA. Et le second, c'est la Team Verdum avec Ismaël Padavia et Mohamed Kalis. Là, ils ouais. font du jiu-jitsu brésilien, MMA, kickboxing et Muay Thai. Et est-ce que tu connais donc d'un côté, enfin d'une part, Emmanuel Fernandez et d'autre part, Ismaël Padavia et Ouais, Mohamed Kalis? ouais, je connais les frères Fernandez, je les connais depuis très longtemps. On a partagé les mêmes plateaux il y a une vingtaine d'années. On va dire les premières grosses équipes françaises de MMA qui partaient à l'étranger représenter la France. C'était cette époque-là et Fernandez en faisait partie. C'est aussi un des premiers Français à avoir accroché des gros noms, plusieurs en tout cas gros noms internationaux à son palmarès. Euh, donc c'est quelqu'un qui était un combattant sérieux. C'est un passionné de ce qu'il fait. Il est très fort en jiu-jitsu brésilien. C'est un bon coach. Et donc ouais, ça fait plus de 20 ans que je connais les deux frères. Donc ouais, c'est une grosse école. Et Ismaël aussi, pareil, je l'ai connu il y a très longtemps aussi. Je l'ai même eu en stage. Je crois qu'il est venu au moins à un de mes stages. Et c'est quelqu'un qui était un très bon combattant, je pense, qui n'a pas été jusqu'au bout de son truc, pareil. Alors, j'imagine bien que venant d'une ville comme Bordeaux, c'est pas évident de réussir en MMA à cette époque-là, à l'époque où il n'y avait pas grand-chose déjà. Déjà, c'était dur en région parisienne de réussir, mais j'imagine
Un bled comme Bordeaux aussi, c'est pas évident. Donc ouais, ils ont fait partie, les frères Fernandez, ils ont fait clairement partie de cette génération de combattants et de profs qu'on énormément donné à l'essor du MMA en France. Euh, ils ont sorti des combattants internationaux. Ils ont fait avancer la machine, quoi. Et Ismaël, pareil, à son niveau, il a ouvert une section Verdum. Et pareil, c'est un bon pédagogue. Donc, ouais, franchement, il n'y a rien à dire par rapport à eux. C'est vraiment le top. D'accord, ça marche. Tu penses quoi d'Ibra TV et accepterais-tu de combattre face à lui s'il te mettait au défi? Comme il Euh, fait des combats sur sa chaîne YouTube, parfois. ouais. Alors, qu'est-ce que je pense de lui? Alors, j'étais très critique de ces trucs-là, ces combats, entre guillemets, clandestins, qui sont pas, mais qui sont, parce que je trouvais déjà que le niveau, il était vraiment médiocre, combattant en général. Et j'ai compris par la suite le pourquoi du comment, parce il y a une demande déjà. Il y a une demande, il y a beaucoup de mecs de banlieue qui s'inventent une life de combattants. Et donc, comme ils n'ont pas ce qu'il faut pour être combattant, c'est-à-dire bah, le sérieux, la régularité à l'entraînement, le sens du sacrifice, toutes ces choses-là qui sont nécessaires, mais en tant que mode de vie et non pas périodique, bah ils envoient leur candidature à un truc comme ça et puis ils se retrouvent sur des vidéos qui font des millions de vues, donc ils ont leur petite notoriété, ils peuvent donner ça à leurs potes et voilà, tu vois. Donc j'ai compris le pourquoi du comment parce qu'il y a une demande d'être combattant en vite fait, quoi. J'ai su, il y a pas très longtemps, j'ai même des mecs de chez moi, enfin, de chez moi, qui s'entraînent de temps en temps chez moi, qui ont fait des trucs comme ça. Donc, aujourd'hui, je comprends que ça correspond à une demande. Je suis pas forcément fan parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment médiocre au niveau technique. C'est vraiment pas ça. Est-ce que je relèverais un machin? Si on me donne, aujourd'hui, c'est pareil avec Greg MMA qui m'a proposé plusieurs fois de faire du sparring, du combat avec lui pour une vidéo. Je sais que je serais pas suffisamment motivé pour m'entraîner, pour être en forme. Là, ça fait très longtemps que je m'entraîne plus et que j'ai un ego quand même. Donc, j'ai pas envie d'accepter d'être ridicule face à des mecs comme ça, je veux pas être, je veux pas être ridicule, je veux pas qu'on me domine. Donc, ça voudrait dire que je devrais me réentraîner pour une vidéo YouTube. Et franchement, c'est pas motivant. Enfin, c'est pas suffisamment motivant pour que je me réentraîne comme je m'entraînais il y a 10 ans, quoi. D'accord. Si le combat avait eu lieu, tu aurais plutôt soutenu Booba ou Caris? Euh, franchement, je m'en fous un peu, tu vois. Je m'en fous un peu. J'aurais regardé avec intérêt, j'aurais bien rigolé. Euh, je, dès le départ, j'étais persuadé que ça allait pas se faire. Après, il y a eu vraiment des rumeurs comme quoi ça allait se faire et que c'était en train d'être signé, tout ça, machin. Donc, j'étais curieux de voir l'issue du truc. Mais bon, ça s'est jamais fait. Est-ce qu'un jour, il y aura des rappeurs qui vont se taper? Ça c'est une très bonne question. Pour l'instant, on ne dirait pas. Maintenant, Booba, je sais que il s'est entraîné sérieusement et je sais que il a même fait des combats en boxe thaï à une époque. Donc, je sais que il a en tout cas les couilles de monter sur un ring et de se taper face à un mec. Maintenant, c'est pas les mêmes paramètres là. C'est clairement euh, faire un combat qui pourrait chambouler euh, la perception qu'ont les gens sur Booba. Tu vois, parce que tout le monde le voit en tant que bad boy du rap français, grand, balèze, beau gosse, tatoué.
avec un passif dans les sports de combat, qui a pas peur d'ouvrir sa bouche et tout ça, il a énormément à perdre. Il a énormément à perdre. C'est-à-dire que s'il montre face à un mec comme Roth ou Caris ou peu importe, et qu'il perd face à ces mecs-là, il perd une grosse partie de sa street cred, comme on dit, la crédibilité de la rue. Euh, est-ce qu'il en est capable? J'en sais rien. Alors, il y a des années, tu avais été piégé en caméra cachée par Cramé Craché. Ouais. Plus récemment, ces dernières années, le youtubeur Père Bourras a piégé Fouad Esbiri et Greg MMA. Est-ce que, hormis Cramé Craché, tu as déjà été piégé en caméra cachée et est-ce que Père Bourras a déjà essayé de te piéger à toi aussi? Alors, euh, c'est moi qui piégeais Grégory Baben. Je sais pas si D'accord. tu as vu la vidéo, c'est-à-dire que nous, on faisait semblant enfin, avec Cramé Craché, Ah on oui, s'était mis d'accord. il Et voulait te en piéger, fait, mais c'est toi qui l'as piégé au voilà, final, ouais. le piégeur piégé, voilà. Et donc non, j'ai jamais été piégé à part cette fois. Enfin, j'ai pas jamais participé à un piège caméra cachée à part cette fois-là. Je sais pas si je suis suffisamment une personnalité aujourd'hui et, suffisamment euh, attractif pour intéresser une caméra cachée. J'imagine qu'il y a plein d'autres mecs qui passent devant moi en termes de priorité pour faire de l'audimat. Donc, je pense que j'ai des beaux jours de tranquillité devant moi, je pense. D'accord, ça marche. Toi qui as été videur de boîte de nuit, penses-tu que la self-défense dans le style du Krav Maga ou du Pencak Silat t'aurait davantage servi que le MMA et la boxe, non pas forcément pour frapper ou te défendre, mais plutôt pour gérer ton stress et gérer les conflits avec la clientèle? Alors non, bien au contraire. Je pense pas que le Krav Maga ou la self-défense en général soit mieux adapté pour gérer le stress. Je pense qu'un mec qui a fait une centaine de combats de MMA, de karaté, de boxe thaï, de ce que tu veux, euh, a une faculté à gérer son stress qui est autre qu'un mec qui s'est entraîné dans une salle municipale 2 fois par semaine pendant des années et qui connaît ni la violence réelle, ni les coups portés, ni la recherche de chaos, ni tout ça. Je pense pas que un mec de Krav Maga il soit plus adapté à gérer le stress que qu'un mec qui a l'habitude de gérer un vrai stress. Euh, Après, techniquement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je pense que je sais mieux encaisser les coups que n'importe quel pratiquant de Krav Maga. Je sais mieux les donner. Et voilà. Donc, en résumé, c'est ça. Euh, pour faire concis, pour faire court, voilà. Je pense qu'il n'y a pas meilleure personne qu'un boxeur pour savoir comment prendre les coups et réagir en conséquence après avoir pris les coups. Pareil, la tolérance à la douleur, le fait de rebondir justement après s'être pris une patate plein pot dans la tête, d'être sonné, de garder suffisamment ses esprits pour pas tourner son dos, pour pas se mettre en boule, pour pas tout ça, toutes ces choses-là là, sont développées chez un boxeur après des années de combat en compétition et à la salle. Un mec qui fait du Krav Maga, il a quoi? Il a des sparring light face à des mecs qui savent pas se taper. Donc, c'est pas comparable. C'est sûr. J'en, 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 J'en reviens à ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire qu'il suffit de regarder des vidéos YouTube de passage de grade de ceinture noire au Krav Maga. Donc, ceinture noire étant la distinction, le grade le plus haut au Krav Maga. Après, tu as des degrés, mais on va dire que la ceinture noire, c'est déjà l'étape supérieure, c'est-à-dire que tu es un expert en Krav Maga. Il suffit de regarder leur passage de ceinture noire, les combats de passage de ceinture noire et les passages de degrés ensuite, et de voir les combats et la qualité technique de leurs combats, c'est très, très moyen. C'est très, très moyen, pour pas dire nul. Et donc, comment ces gens-là peuvent prétendre être des machines de guerre plus efficaces que des combattants de MMA qui font de la compétition? C'est, pour moi,
C'est aberrant, quoi. c'est sûr. Tu préfères karaté Bushido ou la sueur? On peut pas comparer les deux. Attends la suite, hein. Attends la Ah, ok, suite. ok, Mais enfin, là déjà, réponds à ça s'il te plaît, mais après tu vas voir ok, la suite, pardon. ok. Donc, Karaté Bushido, c'est une institution. C'est-à-dire que ça, ça, ça a fabriqué des vocations. Karaté Bushido, c'est un magazine qui est sorti dans les années 70 ou un truc comme ça. Enfin, c'est super vieux. Et c'est avec ce magazine qu'il y a des gens qui se sont intéressés aux arts martiaux et aux sports de combat, qui ont commencé les arts martiaux et les sports de combat et qui sont devenus des champions dans les arts martiaux et les sports de combat. Euh, moi, le premier. Euh, je sais que le karaté Bushido, j'attendais le début de chaque mois avec impatience pour acheter mon karaté Bushido. Et j'avais une collection de karaté Bushido. Et si tu demandes aux mecs, aux boxeurs ou aux pratiquants d'arts martiaux de ma génération, on a tous fait la même chose. On a tous eu des collections de karaté Bushido. On a tous collectionné certains posters et qu'on a mis dans nos chambres ou dans nos garages ou peu importe. Et c'est une institution, c'est quelque chose qui a créé des passions. La sueur, c'est un média parmi tant d'autres. C'est peut-être le numéro un, le média numéro un français pour le MMA aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas la qualité journalistique, c'est pas la même. Et puis je pense pas que ça crée des vocations. Je pense pas que je pense pas que grâce à la sueur, des gens se sont dit bon bah je vais devenir combattant de MMA, tu vois. L'UFC, oui, mais la sueur, non, je pense pas. D'accord. Et Faut savoir maintenant, aussi que, faut savoir aussi que à cette époque-là, en France, dans les années 90, il n'y avait pas Internet. Hein. Donc là, il y avait qu'une seule source. Si tu t'intéressais au sport de combat et aux arts martiaux, il y avait qu'une seule source, c'était Karaté Bushido. Donc c'est vite vu en fait. C'est vite vu. Il y avait que ça. Donc bien sûr que c'était important pour nous. Bushido, c'était vraiment très important pour nous parce que c'était le seul média français à notre disposition si tu t'intéressais au sport de combat et aux arts martiaux. d'accord, ça marche. Et maintenant, bah, tu préfères la sueur ou la transpiration? À la transpiration. Euh, la transpiration, ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. C'est avant, il y avait des non-dits, il y avait des choses que les gens du noyau dur du MMA connaissaient, mais disaient pas trop. Il y a, il y a des pratiques qui étaient pratiquées, mais le grand public n'était pas au courant. Il y a tout un tas de choses qui ont fait que il y avait le fan lambda qui fantasmait un petit peu ses connaissances en MMA. Et il y avait l'envers du décor, c'est-à-dire le vrai paysage du MMA. Et donc, la transpiration a ouvert les yeux de beaucoup de gens. Et c'est pour ça que ça a connu un succès immédiat. C'est que les fans français de MMA ont découvert l'envers du décor comme jamais ils l'ont vu, quoi. Avec les personnages, avec des personnalités qui se sont dévoilées, ainsi de suite. Donc, euh, donc c'est important qu'un média comme ça existe. Je pense que ça donne une vision plus honnête du MMA français, du paysage du MMA français. D'accord. Maintenant, quel est ton avis sur le Ares Fighting Championship? Je pense que c'est le meilleur, en tout cas le meilleur gala français en ce moment, parce que il y a pas les mêmes moyens chez les autres, chez les concurrents. Euh, je pense que Hatch, s'il avait les mêmes moyens qu'Ares,
donnerait des combats de meilleure qualité. Pour l'instant, il n'a pas les mêmes moyens que Ares, il n'a pas les mêmes sponsors, il n'a pas la même visibilité, donc c'est pas le même truc. Mais force est de constater que pour l'instant, c'est le gala français qui fait le plus parler de lui, qui est le plus médiatisé. Après, je suis pas le peu que j'ai pas regardé, beaucoup regardé. Hein. J'ai vu, je pense, trois ou quatre combats au Ares et des extraits d'autres combats. Et je suis pas forcément fan toujours du matchmaking. Mais bon, il y a les salles sont de plus en plus remplies, il me semble. Et donc, ouais, donc ils ont de l'avenir si, s'ils continuent à payer aussi bien les combattants et et à médiatiser l'événement de la même façon. Ouais, ils ont de l'avenir. Je vais te parler de Thibaut InShape parce qu'il Ouais. fait, bon, il fait des vidéos de musculation, mais il fait aussi des vidéos parfois où il fait venir des champions de karaté ou des experts en bench axilate ou autres. Donc, tu penses quoi des vidéos sur les arts martiaux et les sports de combat de Thibaut InShape? Alors franchement, j'ai pas regardé. Je crois que j'ai dû voir un extrait. Je crois qu'il a invité Frank Ropers d'ailleurs. Ouais, c'était il y a des années, c'était il y a Ouais. longtemps. Alors je crois avoir vu un extrait de ça. C'est pas quelqu'un que je suis, donc je suis très mal renseigné sur lui. Je sais que c'est le numéro un des youtubeurs concernant le fitness je sais que c'est une institution et qu'il y a un gros business derrière, mais en dehors de ça, je connais pas grand-chose de ces vidéos en fait. D'accord. Je sais pas si tu connais The Rob. C'est un pratiquant de Ouais, muscu, mais ouais. ouais, tu penses quoi de lui? J'aime bien ces vidéos. J'aime bien ces vidéos. C'est très intéressant. J'aime bien le choix de ses invités. J'aime bien son franc-parler. Ouais, alors, tu vois, à choisir entre Thibaut InShape et The Rob, il y a pas photo. Ouais, The The Rob, Rob est très fort en plus pour interviewer. ouais, Il est ouais, très fort. il correspond plus à mon univers que Thibaut InShape, ça c'est sûr. Thibaut InShape, c'est trop politiquement correct, alors que The Rob, c'est justement, ça titille, ça hésite pas de titiller et tout. Moi, j'aime bien ce format-là. J'aime bien où il n'y a pas de langue de bois et on dit les choses. Ça me plaît bien, ça. D'accord, ça marche. Et ensuite, est-ce que tu connais Baptiste Marché, alias Bench and Cigars? J'ai vu, ouais. Alors lui, c'est, c'est trop, un peu trop caricature. C'est comme un Papacito, tu vois, c'est un peu trop caricatural. Ils disent des bonnes choses, ils disent des choses intéressantes, mais c'est un peu trop caricatural pour moi, en fait. C'est des mecs, c'est des mecs qui ont, entre guillemets, qui ont une idée de ce qu'est un mâle alpha et qui en jouent et qui essaient de cocher toutes les cases de la caricature du mâle alpha. Donc ça en fait des caisses. C'est un peu dommage, tu vois. C'est un peu dommage. Ils sont forcément, il y a beaucoup de choses pertinentes qu'ils disent parce que parce qu'ils vont dans la bonne direction. Après, c'est le côté caricatural qui me dérange un peu. Après, bon, bah, je me ressens plus en eux que, je sais pas moi, je sais pas à qui je pourrais comparer ça, mais ouais, je me retrouve plus en eux, en leur direction, en tout cas idéologique que 99% des gens qui s'expriment sur notre société aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et Baptiste Marché euh, a été champion de développé couché. Si jamais tu avais Ouais. l'occasion de faire un entraînement avec lui, spécifiquement sur le développé couché, est-ce que tu accepterais ou pas? Non, parce que je vais être tellement ridicule que j'ai jamais pratiqué, enfin, j'ai jamais, je vais pas dire ça. J'ai fait de la muscu, mais très spécifique par rapport à ma pratique martiale. J'imagine que je dois développer 35 kilos au développé couché. Je dois être à peine plus fort une gonzesse. Sachant que c'est très spécifique aussi et que
Je pense que si je me prenais la tête à mettre sur une bonne barre de développé couché, j'aurais une courbe de progression hallucinante. Mais voilà, je vais pas du jour au lendemain, de but en blanc, me mettre sous une barre de développé couché et de passer sur YouTube me faire passer pour un as, tu vois. Euh, non, après j'ai un problème avec la muscu pour la muscu en fait. La muscu pour moi, elle doit servir à quelque chose. Si c'est pour soulever un maximum de poids, c'est pas des trucs qui me font bander en fait. Maintenant, si tu fais du développé couché pour avoir une cacahuète de ouf pour pouvoir allonger les mecs, là c'est parlant. Mais, après, c'est pas le même travail que eux ils font. D'accord. Est-ce que tu connais Izika l'unique? Ils disent que non, ça me dit rien ça. C'est un black qui est très costaud, très musclé, qui est aussi videur de boîte de nuit, mais il est assez populaire sur Instagram. Et Il vient d'où? sûrement de Paris. D'accord. Mais du coup, je voulais te poser une question sur lui. En tout cas, il est vraiment balèze. Je voulais te dire, est-ce que tu penses qu'une femme de 55 kilos Ouais. pourrait s'en sortir face à un gars comme lui dans la rue? Si vraiment, lui, il est déterminé et que, voilà. Non, non, pas du tout, non. Tu sais, moi, je suis sorti très longtemps avec une combattante professionnelle de MMA que j'ai entraînée et qui venait du kickboxing amateur j'ai entraîné ensuite en MMA et qui est devenue professionnelle. Euh, alors, elle boxe très bien. Elle boxe très bien. Elle frappe fort. Elle a des low kicks qui sont très puissants. Elle boxe très bien. Mais la vérité, c'est qu'elle pèse 55 kilos. C'est-à-dire que pour qu'elle puisse mettre quelqu'un KO avec un coup de poing, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Déjà, un mec de 55 kilos qui peut mettre KO un mec de 85 kilos en utilisant les poings, faut que ça soit inoué, tu vois, en boxe anglaise. Faut que ça soit un professionnel qui s'entraîne, qui a une patate qui a une patate de salaud, qui s'entraîne et qui développe son art et qui sache mettre un coup de poing avec une technique vraiment pure et qui est en plus de ça une musculature de mec, tu vois. Donc si tu demandes à une meuf qui est moins musclée, moins puissante, de dégager suffisamment de puissance pour mettre un mec de 85 kilos KO, ça va être très compliqué. Alors après, si tu me parles d'un mec qui, je sais pas combien ton gars il pèse là, Oh, il doit faire dans les 130, 140, je pense. voilà, donc 130 kilos avant elle les gratine, tu vois, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué pour une meuf de 55 kilos de mettre, et c'est pour ça que j'en reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la promesse de la self-défense, c'est de dire, peu importe le gabarit, peu importe ton sexe, peu importe la masse musculaire, peu importe tous ces trucs-là, on va te donner les armes suffisantes que ton gabarit, ton sexe, tout ça, ça n'aura aucun incident sur l'issue du combat et que tu vas gagner ton affrontement face à peu importe qui. Donc, déjà, cette promesse-là, c'est un mensonge. Ah, c'est sûr. Mais d'ailleurs, il y a mon frère qui m'a remémoré une chose. C'était il y a une quinzaine d'années. Il y avait un ancien prof de Krav Maga qui venait de chez Richard Douyeb, mais qui avait quitté l'organisation de Richard Douyeb pour partir à la Fédération française de karaté. Le Ouais, mec avait un club. Avec mon frère, on avait un ami qui était parti s'entraîner dans ce club. Donc un jour, on était allé voir un cours, juste pour ouais, voir notre ami s'entraîner. Et devant tout le monde, ben, le prof faisait faire des débriefs à ses élèves. Et il y avait l'une des pratiquantes qui avait 17 ans, qui était au lycée, et qui avait dit au prof de Krav Maga, je ne comprends pas pourquoi, ici, chaque fois qu'on fait des techniques, ben, j'arrive à les faire. Mais quand je me bats au lycée, parce qu'apparemment la fille était bagarreuse, elle disait, à chaque fois, je reste figé et j'arrive pas à ressortir les techniques. Et le prof, il avait dit, bon, ben, on va travailler sur, je sais plus quoi, c'était il y a une quinzaine d'années. Mais ça veut dire que même sur l'aspect psychologique, elle n'était pas prête. bien sûr.
Et il y a aucune, il y a rien dans un cours de Krav Maga qui puisse la préparer psychologiquement, psychiquement à un affrontement réel dans la rue. Il y a rien du tout. C'est ça. Parce que, encore une fois, le public, le public qui s'entraîne, c'est un public bien souvent sédentaire, de toutes les formes. Quand je dis les formes, il y a des mecs plus ou moins musclés jusqu'à surcharge pondérale. Euh, et c'est des non-sportifs. La plupart du temps, c'est des non-sportifs. Donc, qu'est-ce que une petite gonzesse de 17 ans qui vient dans un cours comme ça va apprendre de ce qui est la violence extrême de la rue. Elle va rien du tout apprendre. Et donc forcément, quand elle va se retrouver dans une situation où il y a un risque de violence extrême, elle va être figée. C'est normal, elle n'est pas confrontée à ça. Elle n'a jamais été confrontée à ça. Et dans un cours de Krav Maga, elle sera jamais confrontée à ça. C'est sûr. Et d'autant plus que là, c'était des petites bagarres entre gamins de 17, 18 ans Ouais, au voilà. lycée. Si c'est Voilà. une vraie Donc, agression et qu'elle s'y attend pas, c'est encore pire. comment elle va faire face à un mec de 30 piges qui fait 30 kilos de plus qu'elle? Elle va faire quoi si déjà, dans son lycée, face à des gamines ou des gamins de 17 ans, elle est incapable de faire quoi que ce soit, elle reste figée. Qu'est-ce qu'elle va faire face à un mec deux fois son âge, deux fois son poids, et qui est déterminé à la mettre minable? Elle va rien faire. C'est sûr. Mais après, en self-défense, il y en a qui disent, notamment en Krav Maga, alors qu'ils mettent les élèves sous stress, sous pression, qu'ils C'est pas reproduisent vrai. des mises en situation. Alors, ouais, mais le problème, c'est que essayer de reproduire une mise en situation, c'est pas pareil que quand tu te retrouves, admettons, tu te retrouves seul face à trois rebeux costauds et tu es seul. Et tu es agent de sécurité dans un magasin. Ben, si tu dois garder ton calme, mais avec la pression, avec les nerfs, pas forcément avec la peur, mais même avec juste la nervosité, tu peux te mettre à trembler, tu maîtrises pas forcément totalement. Et ça, c'est pas enseigné. C'est pas enseigné. Ils n'ont pas de réponse à ça puisque c'est pas, même leur mise en situation ne, même si soi-disant ça se rapproche de la réalité, ça reste très très loin de la réalité. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ensuite, est-ce que tu connais le youtubeur La Menace? Non, je connais pas. Non. Après, ben, j'avais une dernière question pour tout ce qui est arts martiaux et sports de combat. Alors, je ne sais pas si tu les connais, ces deux influenceurs issus de la télé-réalité, Benji Samat et Dylan, qui avaient fait un combat de boxe. Est-ce que tu as vu ce Ouais, combat et tu penses ouais. quoi de leur qualité de boxeur à l'un et l'autre? Ouais, alors alors je voulais faire un montage parce que je trouvais ça ridicule où il y a Dylan qui fait une vidéo avant le combat où il se vante de pourquoi il va exploser l'autre, pourquoi lui il est pas pareil que les autres, pourquoi lui il donne sa vie à la boxe et que ça va faire la différence et que son adversaire il n'a pas le même mental que lui il est prêt à mourir sur le ring. Enfin bon, tous les trucs, les phrases bateaux qui peuvent sortir. Et après, il perd le combat de façon minable. Et puis après, il repart sur une civière avec soi-disant une épaule disloquée, où tu le vois en train de crier. Et donc, il y a une espèce de... C'est noir et blanc, en fait. T'as le mec avant combat qui te sort que il est limite Conor McGregor, tu vois, il parle comme un Conor McGregor. Et puis après le combat, tu le revois, tu vois partir sur une civière en train de crier, en train de pleurer. Sachant qu'en plus, au moment du verdict, quand la main de l'autre est levée en l'air, lui, il a un mouvement d'épaule où il lève son bras, le bras qui est blessé, qui est disloqué. Donc, je me demande comment il a pu se disloquer l'épaule, soi-disant, et en même temps, à la fin du combat, se lever le bras qui est, utiliser le bras qui est, où il y a l'épaule disloquée. Bon, bref, tout ça pour te dire que il n'y a rien, en fait, qui puisse remplacer le parcours martial d'un mec qui pousse la porte d'un dojo, la porte d'une salle de sport de combat, en tant que néophyte qui fait son apprentissage sur des longues années, qui gravit les échelons de pratiquants loisirs, compétiteurs amateurs et compétiteurs pro, et qui devient champion. Il n'y a rien qui puisse remplacer ce cursus-là. Tu peux être YouTuber, tu peux avoir 15 millions de followers, tu peux
machin, tu es obligé de passer par ces cases-là. Et j'en reviens au frère Paul, Jake Paul et son frère, là, je sais plus comment il s'appelle. Ça fait des années qu'ils boxent, en fait. Ils se sont pas inventé ils se sont pas inventé une pratique de boxe là hier. Ça fait des années et des années qu'ils boxent. Et en plus de ça, apparemment, ils s'entraînent sérieusement. C'est pas genre 2 fois par semaine, mais c'est plutôt tous les jours. Et ils ont investi dans les sparring de qualité. Ils vont au charbon à la salle et que donc ils ont fait un cursus rapide parce qu'ils ont les moyens de le faire. Mais ça n'empêche que il y a pas ils sont pas passés par un raccourci. Ils ont été à la salle, ils ont mis les heures d'entraînement, ils ont pris les coups dans la gueule, ils ont fait les pompes nécessaires, les abdos nécessaires, ainsi de suite. Il y a pas de raccourci, en fait. Ça n'existe pas. C'est pas comme en musculation où tu peux t'injecter tout un tas de produits et avoir les résultats d'un mec qui ferait 100, mais au bout d'un an, tu vois. C'est pas possible. Là. Les arts martiaux et les sports de combat, il n'y a pas de raccourci. Tu es obligé de faire des milliers de pompes, des milliers d'abdos, des milliers de coups dans la gueule, de la souffrance, des sacrifices. Tout ça, tu es obligé de le faire. Et Dylan l'a prouvé. Ouais, c'est sûr. Ben, écoute, merci beaucoup Cyril, en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. Et du coup, on terminera un peu plus tard pour les autres parties, donc tout ce qui est politique, situation OK, sanitaire actuelle. sans problème. Mais merci à toi et à très bientôt Cyril. À bientôt. À bientôt, merci. Bye. Les amis, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous remercie par avance de bien vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous prend seulement quelques secondes et moi, ça m'aide beaucoup à avancer et à progresser. Également, vous pouvez faire un tour sur ma chaîne. Vous trouverez forcément, je pense, du contenu qui vous plaira. Donc on a du contenu sur les arts martiaux, les sports de combat, la self-défense, la musculation, la santé, le bien-être et la nutrition. Et de temps en temps, il y aura quelques vidéos plutôt axées divertissement sur d'autres thématiques. Aussi, n'oubliez pas de suivre mon frère et moi-même sur Instagram. Vous avez les liens dans la description. Également les amis, je vous rappelle que j'ai des liens d'affiliation et des codes promotionnels avec des marques qui proposent des compléments alimentaires et qui n'utilisent aucun additif nocif pour la santé des gens. Il s'agit de Natura Force et de Nutrienco. Donc vous trouverez les liens d'affiliation dans la description et au niveau des codes promo, concernant Natura Force, vous utilisez le code CERA, donc C-E-R-A, et vous aurez droit à 10% de réduction sur le total de votre commande. Et concernant Nutrienco, vous pouvez utiliser le code CERA, donc C-E-R-A, et vous aurez droit à un flacon de 120 comprimés de spiruline bio à partir de 60 € d'achat. Donc si vous faites du sport ou que vous souhaitez tout simplement être en meilleure santé, vous pouvez, si vous le désirez bien sûr, utiliser mes liens d'affiliation et mes codes promotionnels. Je vous informe et je vous rappelle que si vous utilisez mes liens d'affiliation et mes codes promotionnels, je percevrai une commission sur le passage de vos commandes. Et avec l'argent récolté, cela me permettra de faire progresser et de développer davantage ma chaîne YouTube. Pour finir, je remercie d'avance toutes celles et tous ceux qui vont utiliser mes liens d'affiliation et mes codes promotionnels pour passer des commandes. Merci du fond du cœur et à très bientôt.